Salut, c'est Sand, le plus gros nerd de musique en France, et aujourd'hui je vais vous parler des deux premiers albums du groupe américain Smashing Pumpkins. Donc The Smashing Pumpkins, c'est un groupe américain originaire de Chicago qui s'est fait connaître dans le rock alternatif plutôt au moment des années 90. Donc il s'est formé en 1987 par le chanteur Billy Corgan, qui est d'ailleurs le seul membre qui va participer à tous les albums du groupe, et aussi James Iha, Jimmy Chamberlin et Darcy Wretzky. Donc leur premier album qui s'appelle Gish sortira le 28 mai 1991 et qui sera produit par notamment Butch Vig. J'en ai déjà parlé, c'est le producteur de Nevermind de Nirvana. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et il va aller créer un peu ce son grunge dans les murs de guitare qui vont être vraiment très massifs. On commence directement dans le vif du sujet avec une intro très énergétique grunge. Voilà, donc les guitares abrasives, la voix de Billy Corgan qui passe dans des filtres, qui va être aussi mixé un peu de manière psychédélique, comme aussi dans le deuxième titre où ils vont jouer un rock lancinant et qui ressemble pas mal au premier morceau. C'est d'ailleurs un peu une critique qu'on peut donner à cet album-là, c'est que la plupart des morceaux sont assez ressemblants. On va vraiment avoir deux facettes du groupe, donc la facette très calme, donc avec un tempo plus lent, et la facette beaucoup plus énergétique, donc avec laquelle ils commencent leur album. Donc dans ce deuxième morceau, on va avoir un pont qui va être plus calme. Il y aura souvent ce contraste entre débordement d'énergie, explosion et calme, douceur qui vont créer des ponts et qui vont vraiment créer cette dynamique sonore tout au long de l'album. On va aussi avoir des solos qui sont vraiment intéressants donc dans le début de l'album et aussi vers la fin. Et ensuite on passe sur la deuxième facette de l'album, donc plus de lenteur, plus de douceur. Ça va être très entraînant. Il va encore y avoir des solos de qualité de Billy Corgan. Il va vraiment tirer la voix, aller chercher des inflexions qui sont vraiment sa marque de fabrique un peu. Ça va encore être un son très sensible, mélancolique. Puis ensuite, on a Snail, qui a un son qui va présenter un sacré crescendo. Donc on va vraiment avoir cette montée en intensité, ce rythme qui va s'intensifier et qui démontre que le jeu de rythme est assez important pour le groupe. Les morceaux peuvent vraiment contraster entre les deux états, douceur et de puissance. On va aussi souvent retrouver des morceaux qui n'ont pas d'introduction, ça commence directement avec les batteries et les murs de guitare. Donc ça va vraiment créer un sentiment de continuité tout au long du projet. C'est presque irrespirable même par moments, on attend vraiment ces moments de pause, donc qui vont être délivrés avec les morceaux beaucoup plus doux et qui vont vraiment nous créer une sorte de libération et de pause à travers tout ce mix de murs de son très énergétique, très puissant et aussi riche en termes d'effets. Ensuite dans Window Pane, on a vraiment presque un revival du hard rock, heavy rock des années 70, avec la montée qui s'intensifie avec la batterie, qui a vraiment explosé dans un rythme fort et varié. Puis l'album va se finir un peu sur une note de douceur, beaucoup plus mélodieuse. Ça va être assez original, on va avoir la venue d'un violon. Ça va vraiment apporter une variation dans tout cet album qui était très rock et qui était vraiment le schéma typique guitare, basse, batterie, voix. Et ça vient donner cette dernière libération qui va vraiment conclure d'une très bonne manière cet album. Donc ce qui ressort principalement de cet album-là, c'est vraiment l'énergie grunge et le mix de Butch Vig qui est assez typique et qu'on va retrouver ensuite dans ses productions à venir. Ça se démarque quand même des autres parce qu'on a un côté vraiment toujours très musical, c'est très diatonique, donc ça rend un peu peut-être la composition moins riche et moins impactante que les autres groupes comme Nirvana, Soundgarden, mais on va vraiment avoir la voix de Billy Corgan qui va être un gros point fort pour le groupe parce qu'il a vraiment cette énergie qui s'en dégage, cette énergie vraiment mélancolique et très sentimentale qui va aussi donner cette fougue au groupe et qui va beaucoup permettre de constituer le succès de celui-ci. Les morceaux sont pas tous très originaux, mais ils fonctionnent vraiment bien dans le contexte de l'album. Ça nous donne une tracklist très homogène et ça va créer vraiment cette tracklist cohérente avec un mix qualitatif et qui va vraiment nous faire ressentir de la nostalgie. C'est-à-dire que moi, j'étais même pas né pendant les années 90, mais j'ai quand même l'impression d'avoir grandi avec cet album-là. Ça va être dû à l'influence du grunge sur même nous, les jeunes des années 2000. Donc effectivement, ça peut vraiment donner cette impression de nostalgie qui peut vraiment faire plaisir, mais il faut quand même garder de vue le fait que c'est quand même pas très riche harmoniquement, c'est très basique, diatonique, mais ce premier album constitue vraiment la base du groupe, et c'est vraiment l'album qui va vraiment fonder tous les piliers en fait qui vont faire le succès du groupe.
On reconnaît déjà dans ce premier album la patte qu'on va avoir ensuite sur Siamese Dream, Melancholy in the Infinite Sadness aussi. Donc c'est vraiment un départ très fort du groupe. Moi j'ai trouvé que l'album était très bon. Si vous voulez aller voir les notes, elles sont dans la description sur AOT. Et puis ensuite je vais vous parler du second album du groupe. Donc Siamese Dream, encore une fois il est mixé par Butch Vig. Et on retrouve les mêmes membres, donc Billy Corgan, James Sia, Jimmy Chamberlain et Darcy Wretzky. Et donc celui-ci sort plus de 2 ans après le premier album, donc ça va être le 27 juillet 1993. Et c'est l'album qui a vraiment fait exploser le groupe aux yeux du grand public, donc il va être vraiment considéré comme la pierre angulaire du groupe. Et donc voilà, on ressent directement l'influence du premier album dès l'introduction, puisqu'on retrouve tout ce qui a fait le succès du début du groupe, avec un mix très dynamique, toujours autant de solos, et j'ai l'impression aussi que les murs de guitare sont beaucoup plus massifs que pendant le premier album. J'ai vu que Butch Vig avait compilé encore plus de couches dans celui-ci, il me semble. On retrouve encore la voix altérée et entraînante qu'on avait pareil dans l'introduction de Gish. On a des riffs encore plus puissants, des murs de distorsion qui vont vraiment couvrir tout le spectre, mais les premiers morceaux sont néanmoins quand même quasiment tous similaires. Voilà, à l'instar du premier album, on retrouve pas vraiment d'originalité dans le début, et par contre on va avoir des morceaux qui vont être beaucoup plus longs, avec des développements un peu plus lents, et toujours les deux facettes, donc le côté doux, mélancolique, et le côté beaucoup plus brutal et énergétique. Donc voilà, on va avoir ces changements entre spectre plein et spectre un peu plus vide, qui vont vraiment créer encore une fois une dynamique sonore tout au long de l'album. Donc ça va être globalement comme pour le premier album, mais encore un peu plus abouti. On sent qu'ils ont consolidé leur style et qu'ils ont vraiment pris confiance en eux et en leur musique. On va aussi avoir le morceau Disarm qui est assez intéressant, puisqu'on n'est pas sur le format rock classique. On va avoir encore une fois ce violon et des glockenspiel aussi en fond, qui coupe avec le rock classique et le grunge classique du groupe. Comme je l'ai dit, c'était pas la première fois qu'il y avait un violon, on en avait aussi un dans le titre de fermeture de Gish, mais ici c'est la première fois qu'on a un morceau qui est complètement articulé autour de cette instrumentation, donc ça va vraiment être un peu un gimmick de cet album-là, vraiment la volonté de vouloir expérimenter dans le registre, et donc ça va créer ces petites anomalies dans la tracklist. Puis ensuite on a Soma qui est un très bon exemple de ce que je parle quand je parle de dynamique. On va vraiment avoir une introduction qui va se développer de manière lente et qui va vraiment être basse par rapport ensuite au refrain où on va avoir cette explosivité. Donc ça crée vraiment une balance qui va complètement être surélevée et qui va vraiment créer cet entrain que moi j'adore. Ça rappelle le classique un peu. On va retrouver aussi beaucoup de textures diverses qui rappellent beaucoup les années 90. Donc on va avoir tous les bruits de guitare évidemment, mais aussi un peu de sound design lié aussi à tous les autres bruits divers. Puis vers la fin, on va avoir le morceau Silverfuck qui lui est plus expérimental dans son approche. On va avoir des ponts, encore une fois, qui vont beaucoup jouer avec la dynamique. On va avoir ce côté beaucoup plus contemplatif. Ça me rappelle un peu Led Zeppelin à l'époque où il faisait pareil, des ponts qui pouvaient être très minimaliste, ça va vraiment aller jouer avec le sound design et les textures en fait des guitares, et ça démontre cette volonté de quand même s'écarter des sentiers battus, de vraiment vouloir rester dans le côté alternatif du rock. J'ai vu aussi que les gens considéraient cet album-là comme un album de shoegaze. On peut le comprendre parce qu'effectivement il y a ces sons massifs de guitare qui vont être un petit peu aériens et très bruités. Moi je considère pas forcément cet album-là comme vraiment du shoegaze, c'est plus pour moi du grunge, rock alternatif des années 90, mais ça rend vraiment l'album beaucoup plus abouti que le premier. J'ai pas forcément mis une note bien plus grande non plus, j'ai quand même trouvé qu'il restait les défauts du premier, c'est juste une sorte de DLC on va dire. C'est toujours aussi diatonique, avec une collection de morceaux très homogènes et sans inégalité, ils sont vraiment tous complémentaires. Mais on n'a peut-être pas assez d'expérimentation. J'aurais préféré qu'ils sortent encore plus des sentiers battus, qu'ils nous présentent vraiment des instrumentations encore plus originales. Mais je comprends que ce soit un album qui est beaucoup plu, puisqu'on a vraiment des titres assez fédérateurs. Et puis ça reste le premier album en beaucoup plus abouti. Ça a vraiment consolidé l'impact du groupe et la marque de fabrique du groupe. Donc comme le premier, je l'ai trouvé très bon.
Vous pouvez aussi aller voir la note qui sera en description sur AOT. Puis voilà, je pense que je vais continuer la série pour parler du groupe, parce que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, ensuite, ce sera Melancholy in the Infinite Sadness. C'était l'un de mes albums préférés. Je sais pas si c'est encore l'un de mes albums préférés. Ça change quand même assez souvent. Mais c'est vraiment un groupe pour lequel ça me tenait à cœur de parler. Parce que comme j'ai dit, c'est le grunge des années 90. C'est un style avec lequel j'ai l'impression d'avoir grandi. Et puis c'est quand même vraiment des bons albums dans ce registre-là. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de les réécouter. Et puis d'en parler. Peut-être de les faire découvrir à des gens qui les connaissent pas. Smashing Pumpkins, c'est vraiment un groupe qu'il faut découvrir si vous aimez ces styles-là. Ou si vous voulez tout simplement découvrir les sonorités typiques des années 90. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.